énergétique de la France, nous avons l'honneur de recevoir Monsieur Jean-Bernard Lévy, qui est président-directeur général d'EDF. Monsieur le président-directeur général, je vous remercie d'abord d'avoir répondu à notre invitation. Les travaux que nous avons menés le montrent chaque jour. EDF est un acteur déterminant de la résilience de notre pays, à la fois sur le moyen et le long terme, avec les mutations qu'exige la transition énergétique, puisque sur le court terme, la continuité du service en électricité est déterminante lorsque survient une crise grave. Nous serons donc heureux de recueillir vos analyses sur la façon dont EDF fait face à la crise sanitaire, a fait face à la crise sanitaire et à ses conséquences, mais aussi de vous entendre sur les différents scénarios de crise auxquels l'entreprise est préparée ou doit se préparer, ainsi que les grandes options stratégiques qui devront être rapidement tranchées pour conforter notre souveraineté énergétique. Donc, je vous propose de commencer par un propos liminaire d'une quinzaine de minutes et nous poursuivrons ensuite les échanges sous la forme de questions et réponses. Donc, je vous donne la parole, Monsieur le Président Directeur Général. Merci beaucoup, Madame la Présidente de la mission d'information. Je suis très heureux de pouvoir m'adresser à vous sur ce sujet ô combien important de la résilience et dans notre domaine, la résilience, la robustesse du système énergétique, du système électrique français, vous l'avez dit, c'est un sujet essentiel face aux aléas de toute nature qui peuvent attenter à la prospérité et au bien-être dans notre pays. De plus, comme chacun le sait, l'électricité ne se stocke pas. Elle prend une place de plus en plus importante dans nos vies. Nous nous sommes habitués à ce qu'elle soit disponible en permanence depuis des décennies. Chacun sait que ce n'est pas le cas dans tous les pays. Les Français, à juste titre, sont exigeants et notre rôle est de les satisfaire. Bien sûr, au sens strict, nous ne sommes en charge que de la sécurité d'approvisionnement des clients d'EDF, comme vous le savez. Notre filiale indépendante, Enedis, pilote de manière indépendante ses propres performances opérationnelles. Et RTE aussi, bien sûr. Mais l'image d'EDF dans l'opinion française est telle que la résilience du système électrique dans son ensemble est une préoccupation majeure du PDG d'EDF. Je suis donc ravi de pouvoir partager avec vous ce que nous faisons pour atteindre un niveau de fiabilité parmi les meilleurs dans le monde. Notre organisation, notre gestion des risques sont conçues pour assurer cette résilience d'EDF et je vous propose de l'illustrer brièvement à travers 3 thématiques. En premier lieu, le risque sanitaire. Évidemment, comme toutes les entreprises françaises, au printemps 2020, nos salariés, notre entreprise, nous avons dû faire face au choc, à vrai dire inimaginable, de la crise sanitaire et de la gestion des confinements. Alors que la société dans son ensemble vivait une forme de sidération face à cette crise, à l'ampleur de cette crise, et que des mesures indispensables étaient prises par nos pouvoirs publics pour contenir l'épidémie, notre priorité immédiate chez EDF a été de prendre toutes les décisions permettant d'atteindre 2 objectifs. Et permettez-moi d'insister sur 2 objectifs. Bien sûr, assurer la continuité d'alimentation électrique du pays, mais également, et avec une priorité égale, de protéger les salariés d'EDF et de ses prestataires, de protéger leur santé, ce que nous ne savions pas où nous allions avec cette pandémie. Permettez-moi de vous dire que l'entreprise est fière d'avoir fait preuve d'une mobilisation tout à fait extraordinaire. Au plus fort de la crise, au début du premier confinement, mars 2020, les salariés dont la mission consiste directement à produire l'électricité dont le pays a besoin ont été présents chaque jour dans nos usines, dans nos centres de production d'EDF, le nucléaire bien sûr, mais aussi l'hydraulique, le thermique et l'énergie renouvelable. Tous ces salariés ont assuré leur mission et les ménages, les collectivités, les entreprises, les services publics, et je pense en premier lieu aux hôpitaux, les Français en général, n'ont jamais manqué d'électricité. Pour cela, nous avons fait preuve en réalité d'une grande anticipation et je dois souligner également que le fait que nous soyons présents dans des pays comme la Chine et comme l'Italie nous a apporté une première expérience dans des pays qui ont été touchés par le Covid avant la France. Nous avons en effet anticipé avec depuis des années une organisation de crise très structurée,
que nous testons régulièrement lors d'exercices de crise. Cette organisation doit faire face à toutes sortes d'événements internes et externes, isolés ou quelquefois cumulés, afin de garantir que les activités d'importance vitale pour notre pays sont assurées. Et plus spécifiquement, depuis de nombreuses années, EDF s'est doté d'un plan pandémie, prévoyant comment chaque service peut poursuivre ses activités essentielles dans une configuration, dans une hypothèse de grave crise sanitaire. Concrètement, c'est dès le 27 janvier 2020 que j'ai activé le centre de crise d'EDF. Il est monté en puissance régulièrement, bien sûr, jusqu'au confinement généralisé du 17 mars. Je l'ai dit, notre première préoccupation a été de protéger la santé de nos salariés. Nous avons adapté les organisations de travail pour permettre le respect des gestes barrières et de toutes les autres mesures de protection pour les salariés qui continuaient à se déplacer sur les lieux de production. Les services médicaux de l'entreprise ont apporté une expertise et des conseils précieux. Nous nous sommes organisés pour mettre en place un reporting quotidien et localisé du nombre de personnes malades ou de cas contacts, métier par métier, région par région, pour mesurer l'efficacité de ces mesures et procéder à des réorganisations ponctuelles en tant que de besoin. Ces décisions de réorganisation des conditions de travail des salariés, à la fois pour protéger leur santé et faire en sorte que nous puissions continuer à exercer nos missions, toutes ces décisions ont été prises dans le cadre d'un dialogue permanent avec les organisations représentatives du personnel. Pendant toute cette période, ce dialogue très intense s'est très bien passé, tant au plan national que dans les échelons locaux. Bien sûr, les salariés d'EDF, certains d'entre eux ont été impactés comme le reste de la population par la maladie. Les mesures de protection, les protocoles, l'amplification considérable du travail à distance, la gestion rigoureuse des gestes barrières, tout cela nous a évité l'apparition de clusters au sein de l'entreprise. Simultanément, nous avons dû maintenir le contact avec nos clients, bien évidemment inquiets, alors que dès le 17 mars, les équipes habituellement au contact de nos 27 millions de clients ne pouvaient plus aller au bureau. En quelques jours, nous avons installé chez eux, chez ces conseillers clientèle, 5000 ordinateurs personnels pour qu'ils puissent, depuis leur domicile, répondre aux clients qui nous appelaient et apporter des conseils. Je souligne que nos conseillers clientèle sont tous localisés en France. Vous savez que chez beaucoup de nos concurrents, l'essentiel de ces services sont effectués depuis des pays à bas salaire. Ce n'est pas le cas chez EDF, nous en sommes fiers. Cela nous a permis de mieux répondre aux besoins de nos clients pendant la phase de pandémie. En quelque sorte, les conseillers clientèle vivent la même vie que les Français qui les appellent. Et donc, les conseils sont mieux adaptés à la situation du moment, y compris lorsque nous avons dû mettre en place des dispositifs spécifiques pour accompagner ceux de nos concitoyens les plus en difficulté. Et je pense à des suspensions de coupures, puisque c'est ce que nous avons fait, ou à des étalements de factures. De fait, nous avons mesuré après coup une grande satisfaction de nos clients sur le service dont ils ont bénéficié de la part d'EDF pendant cette période. Côté production, je vais peut-être, pour simplifier, revenir sur le principal sujet qui était les conditions d'exploitation du parc nucléaire d'EDF. Mais bien sûr, ce n'est pas le seul. Nous avons un parc hydraulique, un parc thermique et d'autres productions d'électricité ou d'énergie. Sur les centrales nucléaires, en temps normal, les centrales sont arrêtées tous les 12 ou 18 mois pour renouveler le combustible et pour la maintenance. En plus, le parc fait depuis quelques années l'objet d'un programme de maintenance lourde qu'on appelle grand carénage, qui doit permettre d'exploiter les centrales nucléaires au-delà des 40 ans pour lesquels elles ont été construites il y a maintenant 30 ou 40 ans. Et certains arrêts sont donc des arrêts plus longs pour contrôler le système dans son ensemble ou renouveler certains gros composants. Nous les appelons des visites décennales. Or, l'ensemble des moyens que nous mobilisons en permanence, nous-mêmes et nos entreprises prestataires dans la filière nucléaire, pour conduire ces opérations de maintenance ont été bouleversés, fortement perturbés par le confinement général, par la fermeture des frontières, par la perturbation des moyens de transport, la fermeture des hôtels, l'interdiction des déplacements interrégionaux et j'en passe. Et comme de plus un arrêt de tranche mobilise plusieurs centaines et pour certains arrêts plus de 1000 personnes,
qui passent tous les matins par les postes de contrôle, par les vestiaires, qui sont dans des bus, qui vont dans des cantines pour se restaurer, vous imaginez que les exigences sanitaires de distanciation nous ont compliqué la vie et qu'elles étaient difficilement compatibles avec des opérations normales. Nous avons dû rapidement mettre en place des modifications significatives dans notre programme d'arrêt de tranche. Or, ce programme est séquencé à l'avance sur plusieurs années pour optimiser la production disponible pendant la période d'hiver, la période de plus forte demande. Et nous avons donc dû gérer par anticipation des décalages significatifs dans notre programme de maintenance en raison principalement des restrictions de circulation des intervenants. Si nous n'avions simplement reporté les arrêts de tranche, cela était susceptible de rendre indisponible un grand nombre de réacteurs lors de l'hiver suivant. Un simple décalage n'était donc pas la bonne réponse. Nous avons donc procédé à un redéploiement complexe de nos programmes de maintenance sur 3 exercices, 2020, 2021 et 2022. À titre d'illustration très concrète et très importante, pour détendre, pour limiter la tension potentielle sur la situation de l'hiver 2020-2021, celui qui est derrière nous et qui s'est bien passé, nous avons volontairement arrêté certains réacteurs au printemps et à l'été 2020 pour économiser le combustible, de manière à optimiser la capacité de production disponible pendant la période de tension de l'hiver suivant et que nous n'ayons pas besoin de les arrêter pendant l'hiver suivant pour les recharger en combustible. Et donc, nous ne les avons pas exploités volontairement pendant la période où nous aurions pu les exploiter, de façon à ce que les jours d'exploitation que nous économisions au printemps 2020, eh bien, nous les retrouvions à l'hiver 2020-2021. Cette réactivité nous a permis de proposer un maximum de capacité aux moments cruciaux. Vous le savez, bien sûr, nous avons préservé la sécurité d'approvisionnement durant l'hiver suivant le confinement. Tout cela, bien sûr, sans naturellement porter atteinte aux objectifs de sûreté des centrales. C'est l'occasion pour moi, devant vous, de vous dire notre fierté devant cette performance et de rendre hommage aux femmes et aux hommes d'EDF qui se sont mobilisés pour assurer cette disponibilité du courant électrique. Bien sûr, ces perturbations par rapport au fonctionnement normal du parc nucléaire ont eu pour conséquence une moindre production globale sur l'année 2020 et également sur les années 2021 et 2022. De fait, dès que nous avons pu compiler ces informations, nous les avons communiquées au public comme nous l'imposent les règles de marché. Grâce à ces adaptations, grâce à la mobilisation des personnels et aussi à la contribution des autres moyens de production du parc, hydraulique, thermique, éolien et solaire, la gestion de cette crise sans précédent a montré notre résilience sur cette mission essentielle. Une des leçons de cette crise sanitaire, c'est que nous devons nous préparer à gérer des événements climatiques potentiellement dramatiques pour la société humaine. Cette période nous a rappelé notre exposition aux grands déséquilibres environnementaux, au premier rang desquels le changement climatique. Notre résilience face aux conséquences du changement climatique est un sujet de long terme et je vais vous dire en quelques phrases comment nous agissons pour nous adapter au changement climatique. Vous savez que par ailleurs, nous avons des recommandations pour atténuer les émissions de carbone et je crois que tous les lecteurs attentifs des documents du GIEC ou des résumés du GIEC voient bien la différence entre adaptation et atténuation. Je rappelle que pour atténuer, nous devons électrifier massivement les usages pour les décarboner en profitant des atouts et de la complémentarité de l'énergie d'origine nucléaire et de l'énergie renouvelable, que nous devons également investir largement dans l'efficacité énergétique et dans la sobriété des consommations. Peut-être nous reviendrons sur ce sujet-là pendant notre échange. Sur les questions d'adaptation, comme vous le savez, nos installations industrielles, que ce soit les centrales de production ou les réseaux d'acheminement, ont une durée de vie de plusieurs décennies. Nous avons donc investi dans la connaissance scientifique des impacts physiques du climat. Depuis 20 ans, nous avons développé en interne une compétence unique, nous pensons, pour un électricien sur les enjeux climatiques. Et j'ai le plaisir de vous dire que nous nous associons à de nombreuses organisations de référence, et en particulier à Météo France. Nous disposons ainsi, depuis 2014, au sein de notre département de recherche et développement, d'un service climatique et au sein de notre direction technique générale,
d'un centre opérationnel de prévision hydrométéorologique. Ces équipes sont au service de l'adaptation au changement climatique de toutes les entités, de toutes les infrastructures du groupe EDF. Elles fournissent notamment à nos métiers, les métiers de la production, les métiers des réseaux, les métiers de la fourniture et des services. Elles fournissent donc à ces métiers des données climatiques prêtes à l'emploi pour quantifier les risques liés au changement climatique et surtout pour élaborer des plans d'adaptation au changement climatique. Nous avions vécu une très forte tempête en 1999, une canicule exceptionnelle en 2003. Nous nous sommes en continu adaptés pour garantir la sûreté des installations et permettre la continuité d'approvisionnement lors de ces événements climatiques extrêmes. Et nous avons notamment mis en place des plans grand chaud, grand froid et grand vent. Depuis donc 20 ans ou plus, tous ces plans ont remarquablement fonctionné sans aucune faille. Le parc nucléaire n'est pas significativement impacté à ce stade par le réchauffement climatique, même si certains voudraient faire croire au public que certains étés, nous sommes à risque. En effet, les enjeux des phases de canicule, en particulier le sujet de l'étiage pour les centrales existantes, ces enjeux sont bien identifiés et nous les avons pratiqués de nombreuses années et en particulier en 2003. Ces enjeux sont bien traités par les mesures de prévention et d'adaptation pour en limiter l'effet sur le productible. Car dans le plan Grand Chaud, nous avons modifié certains matériels de conditionnement thermique des locaux sensibles, je pense au groupe froid ou au système de ventilation. Nous avons mis en place un refroidissement direct de certains matériels qui interviennent dans la sûreté. Et nous avons chaque année des activités de maintenance sur des matériels sensibles, comme les échangeurs, les filtres, et pour les centrales concernées, les aéroréfrigérants. Cela nous permet, en cas de grand chaud, de limiter les pertes de production à moins de 1% de la production nucléaire totale d'une année. Je souligne que de plus, dans notre pays, ces pertes interviennent à des périodes non critiques pour le système électrique, puisque la demande est bien plus forte l'hiver que l'été. Nous avons par ailleurs des marges croissantes l'été avec le développement de la production photovoltaïque. Voilà qui illustre, je crois, une résilience importante, celle des changements climatiques. Je conclurai sur ce deuxième chapitre que les plans d'adaptation sont mis à jour régulièrement. Nous veillons à ce qu'ils abordent l'ensemble des risques à traiter qui concernent les opérations des métiers de production ou de commercialisation, qu'ils portent sur l'amont, notamment la sensibilité de nos fournisseurs ou de nos différents types de ressources par rapport à ces sujets climatiques. On peut penser notamment au système d'information, ou qu'ils portent sur l'aval, et notamment sur les risques de marché, puisque nous avons bien sûr des positions sur les marchés de l'électricité. Je voudrais brièvement, en 2 minutes, compléter mon propos initial en développant un troisième aspect de la résilience, celui de notre résilience industrielle. La pandémie nous a montré que l'économie mondiale est bien plus fragile que nous le pensions. La logique de concurrence nous entraîne dans des délocalisations industrielles et une dépendance excessive à des tiers pour certains approvisionnements stratégiques s'est fait jour, et pas uniquement dans les produits sanitaires. Or, nous avons une chance incroyable en France, c'est que nous avons construit et maintenu une filière nucléaire souveraine. Nous maîtrisons l'ensemble de la chaîne de valeur. Cela va de la conception à l'exploitation puis au démantèlement, en passant par la construction de gros composants. Je pense à l'usine du Creusot, qui construit des composants très sophistiqués, mais qui sont également très volumineux, plusieurs centaines de tonnes. La France est donc en mesure de disposer durablement d'une filière industrielle nucléaire qui est souveraine, compétitive, très exportatrice, très intense en emploi qualifié et qui sert la lutte contre le réchauffement climatique. Le plan de relance, qui a été lancé l'an dernier, a reconnu l'importance de préserver et de développer cet atout qu'est la filière nucléaire française. Nous avons l'espoir que le plan d'investissement que le gouvernement est en train de préparer le fera également. À ce titre, nous sommes inquiets des débats qui se tiennent à Bruxelles sur la taxonomie européenne de la finance durable et nous les suivons avec une grande attention. Permettez-moi de souligner qu'à défaut d'intégration du nucléaire dans cette taxonomie,
Le risque est fort de voir des pays tiers, on peut penser à la Chine et à la Russie, s'engouffrer dans les failles béantes de cette initiative européenne malvenue et que ces pays seraient les seuls à pouvoir un jour apporter des financements aux pays européens, notamment, mais pas seulement en Europe de l'Est, qui ont besoin de construire des centrales nucléaires pour sortir de la production d'électricité à base de charbon. De fait, derrière ceux qui combattent l'inclusion des technologies nucléaires dans la taxonomie européenne, derrière ceux qui le combattent, se profilent les grands conglomérats étatiques situés à l'est de l'Europe, à proximité ou plus lointain. Et donc, il me paraît important d'attirer votre attention en matière de résilience sur les enjeux stratégiques du combat que la France et d'autres pays mènent actuellement pour obtenir une bonne taxonomie européenne basée sur des faits scientifiques. Voilà, je voulais, à titre liminaire, Madame la Présidente, vous apporter l'éclairage d'EDF sur 3 axes de notre résilience et je serai maintenant ravi d'approfondir ces questions avec vous, comme vous le souhaitez. Merci à vous. Merci infiniment, Monsieur le Président Directeur Général. Monsieur le rapporteur, je vous laisse la parole pour les premières questions. Merci Madame la Présidente, merci Monsieur le Président pour cette audition qui clôture nos échanges sur la résilience énergétique. On a eu l'occasion déjà d'auditionner de nombreux acteurs cette semaine, la CRE, Enedis, RTE, Engie, les opérateurs pétroliers gaziers, des instituts de recherche comme l'IFP-EN. On a pu se rendre compte ces derniers jours à quel point se conforter l'électricité au corps de tout, ne serait-ce que pour les réseaux de télécommunications qui sont si vitaux à notre fonctionnement du quotidien. Et effectivement, cette électricité, on ne sait pas encore la stocker en grande quantité et donc il faut être extrêmement attentif à tout ce qui permet de garantir la continuité d'alimentation électrique de notre pays, j'allais dire, en tout temps et en tout lieu. Et je voudrais vous dire, pour commencer, je pense que nous mesurons bien la chance que nous avons de disposer d'une filière nucléaire complète, à la fois pour ces questions d'indépendance, de transition énergétique et également, je pense, de résilience. Sur la résilience qui nous intéresse, un des sujets pour ma part qui m'inquiète, en tout cas, est notre capacité à bien estimer les capacités de production pilotable dont nous avons besoin pour, à minima, en permanence, être en mesure d'équilibrer production et consommation. La crise a bien été passée et il faut remercier les efforts qui ont été mis en place pour EDF pour la passer dans les meilleures conditions, mais cette crise, elle a quand même, à mon sens, montré des fragilités, alors même qu'on aurait pu connaître des conditions plus difficiles, notamment un hiver plus rigoureux, et on connaît l'impact de la température sur la consommation électrique, notamment dans notre pays. Donc voilà, donc j'aimerais revenir quand même sur ces fragilités qu'on explique souvent par un impact de la crise sanitaire sur les taux de disponibilité des centrales, alors que pour moi, on paye aussi la baisse de nos capacités pilotables, notamment par rapport aux capacités qu'on a pu fermer, qu'elles soient sur des centrales thermiques ou également les 2 gigawatts de Fessenheim. Et pour me corroborer dans cette inquiétude, j'ai entendu que, alors qu'on avait eu seulement 18 journées avec un solde importateur en 2019, on est passé à 43 journées. Donc, le delta entre ce qu'on est capable de piloter en termes de production énergétique et nos besoins, malheureusement, ce delta devient de plus en plus faible. Et même sans les interconnexions internationales, nous serions parfois en grande difficulté. Et donc, j'aimerais finalement savoir si vous n'êtes pas inquiet vous-même de cette situation, de savoir finalement, selon vous, quelle est la marge en gigawatts que nous disposons encore en capacité de pilotable, sachant que nous étions plutôt sur ce sujet assez large historiquement en France, et également EDF, alors je ne sais plus si c'est EDF ou RTE, mais les contrats de délestage ont été signés avec les entreprises qui consomment beaucoup d'électricité pour être en mesure de couper leur accès en cas de consommation forte par ailleurs. Et j'aimerais savoir quelles capacités finalement représentent, quelle capacité de délestage avez-vous si un jour on devait connaître des moments plus difficiles. Voilà, merci. Merci pour votre question qui est évidemment au cœur des réflexions de l'État en charge de la politique énergétique et de RTE en charge de l'équilibre du système électrique français. Comme vous le savez, je l'ai dit dans mon propos, nous y sommes très attentifs, notamment parce que dans l'opinion publique, beaucoup de Français croient toujours que c'est EDF qui est en charge, mais nous avons comme obligation de servir nos clients. Mais comme les Français pensent qu'EDF
est en charge du système électrique, eh bien, on est également vigilant sur ce sujet, même si on n'en est pas directement responsable. Une fois de plus, le mix énergétique, c'est l'État, l'équilibre offre-demande, la responsabilité opérationnelle est chez RTE. Et je sais que vous avez cette semaine auditionné aussi bien les représentants de l'administration en charge de ce sujet que le président du directoire de RTE. Donc, ce que je vais vous dire est la vision qu'on a à EDF, mais elle est, si je puis dire, sous couvert ou sous réserve de la vision qu'en ont, par exemple, le directeur général de l'énergie et du climat ou le président du directoire de RTE. Nous faisons des prévisions que nous partageons avec RTE en fonction des modèles météorologiques qui sont les nôtres et puis des prévisions en ce qui concerne l'offre d'électricité qui dépendent évidemment étroitement de la disponibilité de nos moyens de production. Et donc, chaque année, nous alimentons RTE avec ces modèles et le président du directoire de RTE, je crois, a pris une habitude qui me paraît bonne, qui est de présenter à la presse et au public en général les perspectives de passage de l'hiver, puisque chacun sait que c'est l'hiver que nous sommes fragiles et comme vous l'avez dit, c'est l'hiver qu'il y a quelques jours d'importation chaque année si le temps est froid et qu'il se trouve que la disponibilité n'est pas totale de certains moyens de production parce qu'il y a des aléas, comme dans toute activité industrielle, en tout cas dans les systèmes électriques, il y a des aléas. Et je souligne que je ne sais pas, le Texas, par exemple, cette année, la Californie, même la région du sud de l'Angleterre il y a 2 ans, ou d'autres pays très développés, ont eu à vivre avec des événements climatiques ou des aléas techniques qui ont conduit à une situation que la France n'a pas connue, je crois, depuis fin 1978 de mémoire. Je suis assez âgé pour m'en souvenir personnellement. Il n'y a plus de courant, du tout. C'est arrivé donc pour la dernière fois de mémoire fin 1978. Et donc votre question est excellente. De quelle marge disposons-nous? Et je vais vous répondre que la marge dont nous disposons dépend de la probabilité d'occurrence des différents événements. Et on peut toujours dire qu'avec une probabilité infime, nos marges deviennent négatives. Et la question est de savoir quels sont les scénarios qui conduiraient à ce que les marges soient négatives et comment pouvons-nous lutter contre cela. Alors, nous avons donc des approches probabilistes qui conduisent à essayer de mesurer un risque et que je qualifie aujourd'hui d'infime, que nous n'arrivions pas à tenir nos objectifs. Mais pour l'avoir vécu personnellement depuis 7 hivers chez EDF, je crois en effet que nous pouvons garantir aux Français qu'il faudrait vraiment une série d'événements qui s'accumulent et qui ont eux-mêmes des probabilités faibles pour que nous devions, que RTE doive activer l'ensemble des moyens qui sont à sa disposition pour éviter le fameux blackout. Et donc le pire n'est jamais sûr, n'est-ce pas, comme le dit le proverbe, mais tous nos calculs et toutes les analyses que nous faisons et que nous mettons à la disposition de RTE, qui une fois de plus est en charge de ce sujet, nous montrent qu'il faudrait une série d'accumulations d'événements improbables pour ne pas y arriver. Il me semble avoir entendu d'ailleurs les responsables de ce sujet dans l'administration vous dire il y a quelques jours, lors de vos auditions, qu'on avait toujours l'hiver dernier, même si c'est vrai qu'il n'a pas fait très froid, mais il y a quand même eu des périodes froides, on avait toujours été très loin du déclenchement de la première mesure disponible, qui est l'effacement de ceux des clients qui ont contracté pour être rémunérés, pour être effacés au cas où on rentrerait dans ce genre de scénario. Donc, nous avions des marges importantes et elles sont elles étaient en permanence cette année de plusieurs gigawatts. Voilà pour ce qui concerne le court et le moyen terme. Et je ne voudrais pas ne pas répondre à votre question, monsieur le rapporteur, sans évoquer le sujet du long terme. Je crois qu'il y a un consensus, il est mondial, il vient de l'AIE, l'Agence internationale de l'énergie, il vient du GIEC, la structure de l'ONU qui étudie les sujets climatiques, il vient de tous les think tanks qui s'intéressent à l'énergie et ils sont nombreux.
le marché de l'électricité va être en forte croissance. Il va être en forte croissance d'une manière générale dans le monde et il va être en forte croissance aussi dans notre pays parce que la lutte contre le changement climatique, le fameux net zéro en 2050 auquel notre pays s'est engagé, auquel beaucoup des entreprises, y compris EDF, se sont engagées, cela passe par une substitution d'une électricité bas carbone, nucléaire et renouvelable, à des usages fossiles de l'énergie dans les moyens de transport, que ce soit les véhicules légers, les avions, les bateaux, les trains, dans l'habitat, et en particulier en ce qui concerne le chauffage, la climatisation, la ventilation, et en ce qui concerne également les industries qui, pour beaucoup, ont des process qui sont basés sur des énergies fossiles et non pas sur de l'électricité décarbonée. Et je crois que si nous avons cette perception qu'à moyen et long terme, il va y avoir une consommation significativement plus élevée de l'électricité, il faut que nous soyons très résolus sur le fait que nous aurons à résoudre un sujet plus difficile à l'avenir d'équilibre entre l'offre et la demande d'électricité, qu'il ne l'est aujourd'hui, où finalement on voit chaque année qu'on a des marges et que tout se passe bien. Or, comme vous le savez, toute infrastructure significative dans notre pays et dans beaucoup d'autres, mais particulièrement dans notre pays, elle prend du temps. Et ce que nous avons à décider aujourd'hui sur des infrastructures significatives, ce sont souvent des disponibilités qui sont au milieu des années 2030. Et donc, il faut décider vite. Parce que si nous sommes à risque, lorsque la consommation d'électricité aura cru, de ne pas savoir résoudre le problème de l'équilibre offre-demande, c'est parce que nous n'aurons pas pris à temps les bonnes décisions pour gérer cette croissance de la demande dans l'électricité. Et mon message, c'est le temps pour décider, c'est maintenant. C'est maintenant parce que même si nous sommes bien couverts à court et à moyen terme, je dirais sur cette décennie vraisemblablement, à un certain horizon, quand il n'y aura plus de véhicules thermiques, quand il y aura un bien moins grand nombre de nos concitoyens qui se chaufferont avec du fioul ou avec du gaz, et quand nous aurons beaucoup plus d'industries qui auront également remplacé des moyens de production souvent à base de gaz par des fours électriques, et bien à ce moment-là, il ne faudrait pas que nous nous mordions les doigts d'avoir tardé à prendre des décisions d'investissement. Donc mon message, c'est nous savons où nous devons aller dans la décennie 2030, et c'est maintenant qu'il faut décider des investissements. Bien, merci. Sorel, tu me coupes quand tu veux poser une question. Je ne sais pas si… Ouais, ok. Très bien. En tout cas, merci, Monsieur le Président, pour ces réponses. J'ai bien conscience de la chance que nous avons de connaître aucune coupure dans notre pays depuis les années 70. Vous avez donné la date. Conscience encore que nos marges sont confortables, mais quand même, elles diminuent. Et les cas que vous avez cités à l'international nous appellent en tout cas à la prudence par rapport à des scénarios de crise qui pourraient cumuler plusieurs hypothèses difficiles. Alors, vous avez bien fait d'évoquer le long terme et la nécessité de prendre des décisions. Et justement, pour mesurer justement la nécessité de mettre en place et le dimensionnement de ces capacités de production, j'aimerais vous entendre finalement sur les projections en matière de consommation électrique. La SNBC, la PPE retiennent comme base demande d'électricité en 2050 qui serait de 30% supérieure à celle d'aujourd'hui. Je crois que c'est 650 TWh. Nos voisins ont des hypothèses de consommation, d'augmentation en tout cas plus importante. Et donc finalement, j'allais dire, quelle est votre évaluation de l'augmentation de la demande électrique d'ici 2050? Est-ce que vous ne trouvez pas que ces 30%, c'est un peu faible, sachant que la bonne résilience du pays, encore une fois, c'est la capacité de se dire les choses en vérité pour anticiper correctement, notamment compte tenu du temps nécessaire à la mise en œuvre de nouvelles capacités électriques? C'est une question d'autant plus difficile que, comme le dit l'humoriste, c'est prédire l'avenir, n'est-ce pas? Nous alimentons avec nos propres scénarios la Direction générale de l'énergie et du climat et RTE, et nous pensons en effet qu'il y aura, alors, des scénarios à l'horizon 2035, 2040, 2050, qu'il y aura une assez forte croissance de la consommation d'électricité. Certes, les efforts qui sont faits en matière d'efficacité des systèmes énergétiques et des systèmes électriques portent leurs fruits, et d'ailleurs à ce titre,
voyons que l'intensité électrique de la production du PIB français a eu tendance à stagner, voire à diminuer légèrement ces dernières années, parce que les efforts importants qui sont faits pour l'efficacité énergétique, l'efficacité électrique, portent aussi leurs fruits. Néanmoins, nous sommes à la veille de bouleversements d'une telle ampleur dans le domaine du transport et dans le domaine du chauffage en particulier, une telle ampleur que nous pensons qu'il va y avoir sur les années qui viennent, dans mettons les 30 ans qui viennent jusqu'en 2050, puisque les engagements climatiques principaux sont sur 2050, qu'il y aura une forte croissance de la consommation d'électricité. Et de ce point de vue-là, les études qui ont été faites il y a 2 ou 3 ans, et notamment qui ont été reprises dans la SNDC, nous semblent être réellement une fourchette basse, je dirais peut-être même une fourchette très basse, de ce qui nous paraît le plus probable. Et si nous devons ne pas prendre de risques, puisque nous parlons ce matin de résilience, il nous semble qu'il faudrait étudier le positionnement médian de la consommation française à un niveau plus élevé que celui qui a été retenu dans la SNDC, qui peut peut-être aujourd'hui servir plutôt d'hypothèse basse ou très basse, mais avec des fourchettes nettement plus élevées si le net zéro doit effectivement être réalisé. Et donc, dans un souci de cohérence, il nous paraîtrait utile que lorsqu'ils se prononceront sur le sujet, nous croyons savoir que RTE a prévu de se prononcer très prochainement sur ce sujet-là, eh bien les chiffres retenus soient moins à risque, en tout cas engendrent moins de risques que les chiffres qui ont été retenus ces dernières années. Permettez-moi aussi de souligner que depuis les années où cette stratégie nationale bas carbone a été préparée, il y a 2 grands phénomènes qui sont à l'agenda et qui n'étaient qu'à peine émergents à l'époque. Le premier, c'est que la crise sanitaire a créé un grand mouvement de réindustrialisation. Or, comme on le sait, une des raisons majeures pour lesquelles la consommation d'électricité a stagné en France depuis une dizaine d'années, c'est la désindustrialisation, le fait que les usines sont parties dans des pays lointains, peut-être à bas salaire, mais dont on voit bien les risques qu'ils apportent, qu'ils créent chez nous. Ce phénomène de réindustrialisation va créer un besoin en électricité supplémentaire par rapport à ce qui était à ce qu'on pouvait avoir en tête avant la crise sanitaire. Deuxième phénomène, celui de l'hydrogène. Je me garderai bien de jouer les Cassandres, en tout cas de projeter ce que pourraient être les besoins en hydrogène à des horizons aussi lointains, s'agissant que la courbe d'apprentissage sur les coûts de l'hydrogène bas carbone, elle est encore à peine en train de se dessiner. Donc, évidemment, l'aspect économique sera prépondérant. Mais si, comme beaucoup le pensent, et EDF le pense aussi, l'hydrogène doit être un des vecteurs essentiels de la transition énergétique, nous savons que pour cet hydrogène, il y aura besoin de beaucoup d'électricité. Et je me permets de vous dire, en tant que membre du Conseil français de l'hydrogène et de coprésident du Conseil européen, qui a été formé par la Commission de l'hydrogène, que j'entends beaucoup des membres de ces conseils au niveau français ou européen faire part d'une certaine inquiétude sur le fait que les besoins en électricité qui naissent de l'économie émergente de l'hydrogène bas carbone sont sous-estimés. Et ce point-là n'était pas aussi clair lorsque la stratégie nationale bas carbone a été construite. Donc, je me permets d'ajouter ces 2 éléments additionnels, la réindustrialisation et l'hydrogène, pour souligner qu'en effet, il nous semble que s'impose une révision plutôt à la hausse de ce qui a été préparé il y a quelques années. Mais une fois de plus, c'est à RTE et à l'État de fixer ces objectifs. Très bien, merci. Alors, je parle, si Soren n'a pas de questions, alors juste, simplement maintenant, sur le peu de temps qui nous reste, une bonne dizaine de minutes, j'aimerais qu'on mesure finalement la sensibilité de notre production électrique aux crises internationales. Bon, on sait qu'en matière de pétrole, par exemple, on dispose d'un stock de réserves stratégiques de l'ordre de 90 jours. J'aimerais savoir finalement, en matière de production nucléaire, si on considère qu'on a de graves problèmes à l'international et qu'on peut compter sur l'extraction, quel est finalement le dimensionnement de vos stocks en matière de combustible
Deuxième question, malheureusement, je crois pouvoir dire que la production nucléaire est dépendante au pétrole, puisque des flux sont nécessaires sur l'ensemble de la chaîne. Est-ce que vous avez une vision sur le fait que cette dépendance pourrait être amoindrie, en tout cas des nouvelles formes d'organisation, d'autant plus qu'en 2040, vous avez noté que l'objectif est de ne plus mettre en route des véhicules thermiques. Enfin, selon vous, est-ce qu'il existe des risques systémiques qui pourraient toucher la filière nucléaire? Alors, on est en audition publique et je ne vous en voudrais pas de ne pas rentrer dans les détails, mais voilà, est-ce que on est fortement quand même exposé au nucléaire avec 75%, je crois, de notre production électrique. Selon vous, existe-t-il des risques systémiques? Et puis, si on a le temps, peut-être quand même dire un mot sur la 4e génération, celle qui pourrait suivre après les EPR. J'ai le sentiment qu'EDF n'a pas toujours été très moteur, on va dire, dans le projet Astrid et la 4e génération qui pourrait arriver, peut-être pour des questions industrielles ou commerciales. Est-ce que vous ne pensez pas que cette 4e génération, quand même, elle pourrait permettre d'apporter une brique d'autonomie supplémentaire, notamment dans sa capacité d'exploiter l'uranium appauvri, et donc finalement qu'elle pourrait finalement nous rendre encore d'une certaine manière plus résilients que le nucléaire en réacteur pressurisé qu'on connaît aujourd'hui et qui sera dans tous les cas toujours utilisé avec les EPR. Voilà, je vous remercie. Il y a plusieurs questions à l'intérieur de votre propos, monsieur le rapporteur. Peut-être, quand vous parlez de sensibilité aux crises internationales, je pense qu'il faut peut-être regarder ce qui se passe aux frontières de l'Europe et pas seulement aux frontières de la France, sachant que notre souveraineté sur la filière nucléaire, elle est presque intégrale en France et qu'il y a très peu de sujets sur lesquels nous serions dépendants de pays européens à l'intérieur des 27. En revanche, bien évidemment, nous sommes sensibles en ce qui concerne notre approvisionnement en uranium. Alors évidemment, il reste de l'uranium dans le sol français, simplement ces mines n'ont pas une très grande teneur, et donc elles ont été… Quand j'étais jeune ingénieur, elles fonctionnaient. En Limousin, en Occitanie, mais elles ont été arrêtées parce que la teneur n'est pas assez bonne. Donc, on a formulé l'hypothèse qu'on ne les redémarrerait pas aujourd'hui. Et donc, notre stratégie sur l'uranium a été double. Elle a été d'assurer une diversité des sources d'uranium, d'où vient cet uranium dont nous avons besoin, diversité des sources. Et elle a été d'assurer une sécurité d'approvisionnement à travers des stocks de sécurité. Et évidemment, nous n'avons jamais eu de problème et nous n'avons jamais été inquiets depuis que le parc actuel a été construit sur le fait que nous serions en manque d'uranium. Il y a aujourd'hui des stocks d'uranium qui nous permettent de couvrir plusieurs années et des stocks de combustible qui nous permettent de couvrir plusieurs mois. Parce qu'entre l'uranium et le combustible, il y a tout un process industriel qui se déroule sur notre territoire. Alors, dans un scénario catastrophe, vous me dites, mais s'il n'y a plus de transport de matière sur le territoire, alors oui, en effet, si on ne peut plus rien transporter sur le territoire, ben, au bout d'un moment, s'il n'y a plus de pétrole, s'il n'y a plus de GNL, s'il n'y a plus même de train, évidemment, à un moment, les choses s'arrêtent. Mais je ne crois pas qu'il soit raisonnable d'étudier des scénarios dans lesquels l'ensemble des communications à l'intérieur du pays sont arrêtées pendant des mois et des mois et des mois, voire des années. Et entre-temps, eh bien, nous avons des stocks sur les centres de production d'électricité nucléaire qui nous permettent de voir venir des phénomènes qui auraient une durée courte. Voilà, donc je voudrais vous rassurer, nous avons tout ce qu'il nous faut en uranium, ça se compte en années, nous avons tout ce qu'il nous faut pour faire fonctionner le système électrique en cas d'embolie, en cas de thrombose au sein de notre pays, sauf qu'à un certain moment, bien, ce n'est plus vrai, mais il se passerait vraiment de nombreux mois avant que nous soyons à risque. Voilà pour le premier sujet que vous avez abordé
euh, sur le deuxième sujet, les risques systémiques sur le nucléaire, le fait que notre pays a choisi 75 et peut-être même certaines années un peu plus de production d'électricité à base de nucléaire, ce qui a considérablement apporté en matière d'emploi, en matière de pouvoir d'achat, en matière d'indépendance énergétique, en matière d'exportation. Mais que se passe-t-il si un jour nous avons sur nos centrales nucléaires un problème dit systémique qui conduit à l'arrêt de nombreuses centrales nucléaires? Bon, permettez-moi de vous dire que ce sujet, en plus de 2000 années de fonctionnement, si vous multipliez le nombre, enfin, vous additionnez sur chacun des réacteurs le nombre d'années de fonctionnement, vous avez aujourd'hui un chiffre qui dépasse 2000 années de fonctionnement. Nous n'avons jamais eu de soucis qui dépassent le fonctionnement d'une unité, comme nous l'avons eu il y a quelques années, d'un centre de production, comme nous l'avons eu il y a quelques années sur Tricastin. Donc ce risque systémique, nous ne l'avons pas observé. Alors, certains disent, mais pourquoi exclure ce risque? Et le propre de la gestion des risques, c'est de mesurer les risques qui doivent être intégrés et les risques qui doivent être exclus. Et nous avons, à ce stade, exclu le risque systémique sur l'ensemble du parc nucléaire. Il pourrait y avoir sur certaines gammes, puisque vous savez que nous avons différentes tranches, 900 MW, à l'intérieur de 900 MW, deux générations, 1300 MW, 1450 MW, donc plusieurs générations de centrales nucléaires qui se sont additionnées au fil du temps, au fil de leur construction. Il nous est arrivé d'avoir des soucis, mais jamais au point où nous devrions interrompre le fonctionnement, ne serait-ce que d'une famille de réacteurs complètes. Donc, ce risque systémique sur le nucléaire nous paraît réellement très théorique. Maintenant, comme chaque risque, il est toujours impossible de dire que le risque est strictement de zéro. Il n'y a jamais de risque de zéro absolu. Votre troisième propos porte sur la quatrième génération. Là-dessus, EDF connaît bien la quatrième génération, puisque nous avons, pendant plusieurs années, exploité Superphénix à Crémalville, qui a été arrêté à la demande du gouvernement de l'époque, il y a maintenant plus de 20 ans. Je sais que vous avez auditionné mes collègues Bernard Salat et Xavier Ursa sur ce sujet, et je voudrais peut-être prendre un peu de recul, puisque vous avez eu déjà pas mal d'informations, et vous dire que nous croyons à la quatrième génération. Nous pensons qu'il y aura un moment où nous pourrons exploiter des réacteurs en nombre et de manière industrielle et régulière avec la régénération des combustibles faite à l'intérieur même de la réaction nucléaire. Simplement, nous pensons que pour assurer le fonctionnement de tels réacteurs en toute sûreté, la priorité aujourd'hui est à la réalisation de démonstrations de sûreté à l'échelle du laboratoire et des petits prototypes. Et le programme qui s'appelle Astrid, le gouvernement l'a ralenti. Je ne crois pas qu'il faille dire qu'il l'a arrêté. Il l'a ralenti parce que, et nous sommes également de cet avis, la priorité est aujourd'hui à la démonstration et non pas à la construction de façon peut-être trop rapide d'un nouveau réacteur destiné à se connecter au réseau avec une production en masse. Et donc, la démarche qui est suivie est une démarche que EDF approuve, autant qu'on demande à EDF d'approuver une décision qui est prise en dehors d'EDF. En tout cas, nous sommes bien alignés avec la décision qui a été prise de poursuivre les recherches sur la quatrième génération. Nous croyons à la quatrième génération un jour, mais nous pensons que le moment n'est pas venu de construire trop hâtivement un réacteur à vocation industrielle et que nous sommes d'abord en priorité, nous devons nous concentrer en priorité sur le sujet de la sûreté et de la démonstration de ce qui sera certainement possible à terme. Très bien, merci. Alors, plus près de nous, et vraiment, on va avoir un échange très rapide pour ne pas trop déborder sur les 13 heures. Je pense qu'on ne peut pas évacuer le sujet cyber. On a parlé d'un risque systémique sur la partie nucléaire et vous avez dit qu'il était tellement faible que ça ne valait pas forcément le coup d'étudier. Mais alors, sur la partie cyber,
on a aujourd'hui des scénarios qui nous laissent envisager une coupure de l'Internet, par exemple, sur des délais plus ou moins importants, parce qu'il y a une gestion qui nous échappe, qui est outre-Atlantique, parce qu'il y a une dépendance aux câbles sous-marins, et c'est maintenant de notoriété publique que les marines de guerre à l'échelle internationale cartographient les câbles sous-marins, que nos compétiteurs stratégiques russes ou chinois cherchent à avoir des réseaux Internet, on va dire, plus autonomes, résilients, et que le fonctionnement d'Internet, on l'a vu sur d'autres opérateurs d'énergie, est parfois nécessaire. On a eu en mai 2021 un impact sur un pipeline côté États-Unis, où la production a été rompue. Et donc, j'aimerais tout simplement vous poser la question, Monsieur le Président, pour terminer. Est-ce que EDF sait fonctionner sans Internet et sans réseau mobile, ou est-ce qu'il n'y aurait pas, mine de rien, avec la numérisation des process de plus en plus importants, même si vous disposez de réseaux propres, d'intranet, est-ce qu'il n'y aurait pas à minima un impact extrêmement fort d'une coupure de l'Internet sur vos activités au quotidien? Je voudrais d'abord vous dire que vous m'entendez bien, pardon? Oui, je vous entends parfaitement. Merci beaucoup. Je voudrais d'abord vous dire que le risque sur la cybersécurité est l'un des sujets qui, comme on dit, empêche de dormir le président d'EDF. C'est vraiment un sujet d'une importance majeure et nous mettons un maximum de moyens à essayer de limiter l'effet des attaques que nous subissons quotidiennement. Nous subissons quotidiennement des attaques et nous avons mis en place des remparts, des mesures pour éviter que ces attaques nous empêchent de fonctionner. Et je touche du bois, au sens strict d'ailleurs, que pour l'instant, nous avons réussi à déjouer toutes ces attaques. Mais je n'endors pas la nuit, comme on dit, que peut-être un jour, les meilleures mesures que nous avons prises en liaison avec les meilleurs experts, et nous avons nos propres experts, mais nous travaillons aussi, bien évidemment, de façon très étroite avec l'ANSSI, pourrait un jour peut-être conduire à ce que nous soyons atteints par ces attaques. Donc, ce n'est pas parce que nous avons déjoué ces attaques que nous avons baissé notre vigilance. Et je peux vous dire, à mon niveau, au niveau du comité exécutif, au niveau des gens qui s'occupent de la sécurité des systèmes d'information au sein du groupe, que ce sujet est pris au plus haut niveau d'importance. Ensuite, vous parlez d'une coupure de l'Internet, et donc là-dessus, je voudrais vous rassurer, si c'est possible. Autant nous utilisons l'Internet et les réseaux publics pour le fonctionnement courant d'EDF, les échanges que nous avons entre nous pour faire tourner l'entreprise, autant nous n'utilisons pas l'Internet pour faire tourner le système électrique. Voilà, donc c'est très clair, il y a une étanchéité totale sur le système électrique. Mais bien sûr, nous utilisons l'Internet dans la vie courante. Merci, Monsieur le Président. Moi, je voulais juste reprendre le tout début de vos propos sur la relation clientèle, en fait, qui a été donc dégradée en mode télétravail. D'abord, éventuellement, est-ce que ça représentait pour vous une faille dans justement la menace cyber, ou est-ce que finalement cette anticipation qui a consisté à donner des ordinateurs maison à vos employés à éviter un point de vulnérabilité, puisqu'on sait toujours que la vulnérabilité, elle réside aussi entre la chaise et le clavier, hein, par les opérateurs humains. Est-ce que, sur la question de la précarité énergétique, est-ce que vous avez eu une augmentation de manière significative, puisqu'on vient de terminer la résilience de la précarité alimentaire et la précarité énergétique, on sait bien qu'elle est dans le deuxième ou troisième poste budgétaire des Français, donc finalement très vite impactée par une baisse de revenus. Est-ce que ça a été significatif pour vous, ou est-ce que finalement, au fil du temps, c'est à peu près toujours la même proportion de gens qui peinent à payer leurs factures? Et voilà. Très bien, merci Madame la Présidente. Plusieurs sujets là aussi. Vous avez dit que nous avons dégradé le service en mode télétravail. Permettez-moi d'aller à l'encontre de cette affirmation. C'était une déclaration positive. Nos salariés, dans les centres de relations clientèle, lorsqu'ils travaillent à distance, nous n'avons pas de dégradation de la qualité de service vue par nos clients. Nous avons des salariés
qui travaillent remarquablement bien à leur domicile, comme ils travaillent remarquablement bien lorsqu'ils sont les uns avec les autres dans un centre de relations clientèle. Et nous ne savons pas hiérarchiser en disant l'un c'est mieux que l'autre, l'autre c'est mieux que l'un. Et nous sommes en train de nous organiser, de façon d'ailleurs assez souple et avec beaucoup de latitude qui sont données aux responsables de terrain pour que nos responsables, pour que nos salariés qui travaillent nos prestataires qui travaillent dans des centres de relations clientèle puissent en effet bénéficier en fonction de leur propre appétit pour le travail à distance, bénéficier d'un assouplissement et de mode de fonctionnement, sachant qu'il est désormais démontré, et puisque ça a duré quand même quasiment 2 mois, jusqu'au mois de mai, d'ailleurs ils ne sont pas tous revenus tout de suite, ça a encore duré en juillet 2020, nous avons très bien fait fonctionner la relation clientèle en mode de télétravail. Donc, permettez-moi de vous dire que pour moi, ce n'était pas une dégradation. Ensuite, vous m'avez parlé du risque de corruption de notre système d'information, de relations avec les clients, en disant, dès lors que des salariés utilisent leur ordinateur en utilisant le réseau public pour accéder au système de relations clients, il y a un risque de corruption, un risque cyber qui est plus élevé du fait que ça ne reste pas à l'intérieur d'un lieu clos, comme l'est le centre de relations clientèle, mais qu'on utilise des réseaux publics. Et oui, je crois que vous avez raison, individuellement, il y a plus de risques à ce qu'il puisse y avoir un jour une intrusion qui soit faite en utilisant le réseau public auquel un salarié accède pour travailler, plutôt que si on reste à l'intérieur d'un réseau purement privé. Nous considérons que ce risque est aujourd'hui suffisamment maîtrisé par les mesures antivirus qui ont été prises, mais une fois de plus, ce risque, ce n'est pas parce que ce risque nous semble maîtrisé que nous ne sommes pas très, très vigilants. Enfin, vous avez parlé de précarité énergétique. Je voudrais rappeler que pendant la crise sanitaire, nous n'avons pas procédé à des coupures de courant. Nous avons suspendu toute mesure de coupure de courant. Et depuis, eh bien, les choses sont rentrées dans l'ordre et le système est revenu lorsqu'il était précédemment. Et nous n'avons pas observé d'augmentation sur les difficultés de paiement. Comme vous le savez, nous avons des conseillers qui travaillent avec ceux de nos compatriotes qui ont des difficultés de fin de mois pour payer leurs factures d'électricité ou de gaz. Plusieurs centaines, je crois qu'ils sont plus de 300, dont c'est l'activité de parler à nos concitoyens qui ont des difficultés dans ce domaine. Et évidemment, ils sont bien occupés parce qu'il y a de la précarité énergétique en France. Nous n'avons pas observé un regain significatif en la matière depuis 18 mois. Très bien. Donc, le système de protection sociale a encore une fois bien fonctionné. Voilà. Et d'ailleurs, nous venons d'augmenter de 100 € le chèque énergie. Le chèque énergie qui sera versé en décembre. Même si, à mes yeux, l'ensemble des dispositifs de compensation de la précarité énergétique, à mon avis, est un peu trop éclaté et parfois un peu tient du saupoudrage parce qu'il y aurait intérêt à mutualiser les moyens, mais c'est un autre débat. Bien, en tout cas, Monsieur le Président, Directeur Général, merci pour toute cette audition qui fut très intéressante et enrichissante et à bien des égards assez rassurante. Monsieur le rapporteur, si vous n'avez rien d'autre à ajouter, je propose que nous levions notre grande matinée d'audition. Non, c'est très bien. Merci beaucoup à tous les deux et merci, Monsieur le Président, pour vos réponses. Merci beaucoup pour votre sincérité, Monsieur Jean-Bernard Lévy. Très bien, Madame la Présidente et Monsieur le rapporteur, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous remercie de vos questions et de votre intérêt pour notre belle entreprise. Merci beaucoup et merci à nos administrateurs qui ont très bien organisé pour ce matin. Au revoir. À très bientôt.